Bon alors j'en ai pas fait une réaction, mais Guan Yu Zhou a fait la plus belle course de sa saison, peut-être même de sa carrière. Gros dive sur Fernando Alonso au tour 25 où il se laisse glisser sur les freins, c'est absolument magnifique. Et il prend la P13 dans le dernier tour à Colapinto en perdition sur ses pneus. Il fallait une piste lisse, sans grippe, dans le froid pour que il reprenne confiance dans sa voiture, le Guan Yu Zhou. C'est assez fou. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Las Vegas 2024 de Formule 1, c'est parti. On va parler casse et pièces de carbone car la situation chez Williams, elle devient vraiment critique. Cette saison, la casse chez Williams, ça approche à peu près les 20 millions de dollars. 20 millions qui ne sont pas allés dans le développement de la voiture, mais plutôt dans les réparations et donc la récupération de pièces, etc. On pourrait penser que Logan Sargent est en grande partie responsable de ce total, tellement on a une image d'un pilote qui a planté pas mal de voitures depuis 2023 avec une Williams particulièrement pointue à piloter, mais non, même s'il en a planté plus d'une pour le coup, et pas qu'un peu, il n'y a pas que lui. Cette saison, Alexander Albon est à 8 crashs et pas des petits. Vous vous souvenez probablement de l'Australie où Albon avait même pris la voiture de Sargent pour faire la course le dimanche. On a eu le Japon sur le premier tour avec Ricciardo où ça s'est planté. Le Canada où Sainz ne prend pas de frein et éclate la Williams en reculant. Je compte pas le départ des États-Unis avec le contact assez léger avec Esteban Ocon, mais quand même peut-être que ça doit plier une aile avant ou un truc comme ça, enfin une dérive, tu vois. Et puis arrive le Mexique avec la grosse sortie de piste en FP1 avec un contact avec Oliver Bergman. Puis le départ avec Tsunoda et enfin la qualif du Grand Prix de Sao Paulo, ça commence à faire beaucoup. Alors Colapinto, il en a fait 4 à lui tout seul, dont 3 sur les 2 derniers Grands Prix précédents là, entre le Brésil avec la qualif et la course et la petite touchette en Q2 à Las Vegas qui pulvérise la voiture. Là aussi ça commence à faire beaucoup. Et alors tout ça, ça coûte cher, hein, ça mange sur le budget plafonné, donc on peut moins développer de nouvelles pièces sur la voiture, on a moins de pièces de rechange à tel point que on rafistole quand même beaucoup les voitures, notamment avant Las Vegas. C'est donc un énorme taf pour les mécanos sur les Grands Prix qui remontent des voitures à toutes les séances quasiment, un gros taf pour les mécanos à l'usine qui doivent remettre sur roue une voiture neuve, et il y a malgré tout une atmosphère déterminée à donner le maximum de la part de tout le monde, et ça c'est beau. Et ça c'est grâce à la culture d'entreprise que James Valves insuffle depuis son arrivée en 2023, mais pour combien de temps ça va tenir d'avoir à remonter des voitures éclatées tous les week-ends? Parce que l'écurie progresse en tant qu'organisation, tout le monde est aligné sur un même objectif, tout le monde sent et voit une progression en interne qui se paye par quelques beaux résultats et des points marqués cette saison, mais c'est dur quand même, hein. Alors ça va parce qu'il y a énormément de soutien de la part du public pour l'écurie, notamment sous les vidéos de reconstruction des voitures et qui sont absolument géniales et montrent toute l'authenticité qu'on demande à voir en Formule 1 et pas les strass et les paillettes de Drive to Survive et des stars qui viennent bouffer des petits fours et boire des coups. Donc ça fait plaisir. Et heureusement qu'ils ont fait ces vlogs, franchement c'est stylé de ouf. Mais aujourd'hui, James Valves a doucement une petite bombe à retardement qui commence à être sous ses fesses, qui n'est pas encore allumée, parce qu'il tient toujours la culture de l'entreprise parfaitement, mais il faut absolument que l'année prochaine, Albon fasse beaucoup moins de crash et que Sainz apporte aussi une sorte de fiabilité de pilote pour soulager l'équipe. C'est comme ça que cette bombe ne va pas s'allumer et donc du coup, moins reconstruire, plus développer et c'est ça qui va faire passer un cap pour Williams. On s'y attendait un peu après le Brésil, c'était de voir Haas et Racing Bulls recoller et dépasser Alpine qui avait fait un carton plein sous la pluie. Et ça n'a pas été aussi évident que ce que l'on aurait pu penser. L'Alpine arrive à performer sur un tour et on le voit sur cette dernière partie de saison, Gasly arrive à emmener la voiture assez régulièrement en Q3, donc il y a du mieux sur le côté châssis et aéro, du moins on comprend un peu plus le package qu'on a. En revanche, on a toujours des problèmes mécaniques sur la voiture, 4e problème pour l'écurie et surtout pour Gasly sur la saison puisque Esteban Ocon, il y a zéro problème mécanique. Et avant qu'on tire sur le moteur, on va faire le point.
Jeddah, c'est la boîte de vitesse qui lâche et c'est Enstone qui fait les boîtes, pas Viry. Silverstone, pareil. Hongrie, c'est un problème hydraulique et c'est pas précisé si c'est sur le moteur ou la partie châssis, mais bon, c'est chiant. Et Las Vegas, on parle du moteur, mais le Français a dit qu'il n'arrivait pas à passer les rapports correctement à un moment donné avant qu'il y ait une perte de puissance, etc. Donc j'ajoute qu'on est aussi en fin de saison et qu'une casse moteur, ça peut arriver sur une usure de pièces et ça peut arriver à tout le monde. Et c'est arrivé quelques fois dernièrement d'ailleurs sur les blocs Mercedes et pas plus tard que hier pour Albon par exemple. Alors tout ça c'est con parce que Gasly était dans le mix et très bien positionné pour se battre avec Hülkenberg et Tsunoda et donc tenter de garder la maigre avance d'Alpine au championnat. Donc c'est frustrant très clairement. Ce qui est encore plus frustrant pour eux, c'est d'avoir Ocon aussi dans le mix parce qu'il était en bataille un peu avec Nico Hülkenberg en début de course, pas très loin, et qui, par une erreur d'exécution de l'équipe, se tape tout simplement un drive-through entre guillemets parce que les mécanos étaient pas prêts à l'accueillir au box. Pourtant à la radio on lui dit box opposite Hülkenberg, donc il boxe, il voit pas de mécano, s'arrête pas, continue et demande à la radio s'il a pas loupé un truc pour le coup parce que il pensait qu'il avait peut-être fait une erreur, il avait pas vu le panneau. Non, tout va bien. Alors Esteban Ocon a été quand même très protecteur en interview, a raison car des erreurs ça arrive, mais bon, vous savez ce que je pense, vu qu'ils montent les pièces à l'envers là-bas, peut-être qu'ils sont sortis côté paddock avec les pneus, je sais pas. Ah eux n'ont plus rien à foutre là. Dans le cas inverse, Hülkenberg a fait la course absolument parfaite avec une très très bonne exécution et s'est super bien battu directement contre Tsunoda, c'était très beau à voir, qui lui aussi d'ailleurs a tout maximisé de son côté pour Yuki, il manque un petit peu de perfo dans la voiture au final. Là, ça avait un petit avantage sur la Racing Bull qui avait quand même une grosse VMAX la Racing Bull et une bonne traction en sortie de virage, notamment pour la ligne droite du strip, donc c'était pas mal. Alors forcément, on s'attend à ce que ce soit un petit peu plus dur pour Racing Bull au Qatar parce que l'année dernière c'était pas ouf, donc ça peut-être jouer en la faveur de Haas cette histoire. Pour le moment, 1 point devant Alpine, 4 points devant Racing Bulls. L'exécution des Grands Prix va être primordiale sur les 2 derniers Grands Prix pour ces 3 équipes. Bon alors, pour que Mercedes gagne, c'est pas difficile. On va voir c'est quoi la méta de la gagne chez Mercedes ensemble. C'est pas une découverte, James Allison, le directeur technique, en parlait plus tôt dans la saison, la voiture fonctionne bien dans des conditions froides. Le problème, c'est de savoir comment ils peuvent ramener cette fenêtre d'exploitation vers des températures un peu plus chaudes pour pouvoir performer plus souvent sur la saison, puisque les Grands Prix se déroulent conditions plutôt chaudes généralement. La Mercedes était particulièrement forte car le circuit est très lisse, donc elle peut être réglée plus basse et plus ferme, ce qui correspond parfaitement à sa fenêtre d'exploitation et où elle est aussi performante que les autres voitures des top teams d'un point de vue aéro et châssis. Le deuxième élément, c'est que la Mercedes arrive à faire chauffer ses gommes plus vite que les autres. Alors c'est bien pour Vegas, mais un enfer pour tous les autres circuits qui sont plus chauds le reste de la saison. Donc Russell a fait la pole car son tour est entamé avec des pneus chauds et en bonne température, quand ça continuait probablement de chauffer toujours un petit peu dans le tour rapide de Carlos Sainz par exemple. Enfin, troisième raison, la Mercedes embarquait une aile arrière un petit peu plus braquée, elle avait plus d'appui, donc il fallait rééquilibrer ça avec l'aile avant. La voiture était plus appuyée, mieux équilibrée que la Ferrari ou la Red Bull, et donc pouvait avoir beaucoup plus de motricité en sortie de virage, et du coup protéger ses pneus du graining justement. Et alors ça se voyait en on-board, notamment sur la voiture de Lewis Hamilton, la voiture était assez neutre, voire un petit peu survireuse, contrairement à d'habitude où elle emmène beaucoup de sous-virages, comme on l'a vu plusieurs fois chez Hamilton cette année. Donc en plus d'avoir une voiture efficace, sa voiture donnait confiance et donc on a eu une remontée de Lewis Hamilton sans safety car, sans virtual safety car et avec un seul abandon devant lui, donc c'est vous dire la perfo de la Mercedes. Bref, parfaite exécution de l'équipe. J'ai peut-être un doute sur le fait de l'arrêter peut-être un poil tard le Lewis. Est-ce qu'on pouvait faire mieux en stratégie pour lui? Je pense pas, l'issue aurait pas énormément changé tellement il avait du rythme, donc quoi qu'il arrive, il allait prendre la P2 je pense, enfin je veux dire c'était écrit quoi. Pour George Russell, course menée de A à Z, stratégie en réaction à tout ce qui se passait derrière lui, il avait un beau matelas assez confortable et rien de très foufou, bonne caisse, bon pilote, il a poussé un peu sur la fin pour pas trop se faire rattraper par Hamilton parce qu'il faut pas déconner, mais bon, doublé Mercedes. Et donc c'est la seule fois où 4 équipes font un doublé dans une saison de Formule 1, 60e doublé de Mercedes je crois en Grand Prix, 36e circuit différent où Hamilton monte sur le podium et au moins 4 victoires par 4 écuries différentes avec 7 pilotes différents.
désolé pas désolé Sergio Pérez, ça montre la saison de fou furieux qu'on a eu. Bon, tout ça c'est bon pour le moral et les troupes, aucun enjeu pour Mercedes sur cette fin de saison, ça fait juste du bien pour tout le monde et ça fait aussi plaisir pour les fans qui peuvent apprécier encore plus le fait de ne pas savoir qui va gagner chaque week-end de Grand Prix. Sur cette fin de saison, ça fait du bien. Et donc on en arrive à ceux qui auraient pu challenger les flèches d'argent. On va parler de Ferrari. Alors sur un tour, ça se valait, comme on l'a vu en qualification, c'était quand même très proche. Et pour le coup, vu les essais, on s'attendait à voir McLaren et Ferrari plus devant que ça en termes de rythme de course et aussi mieux gérer la dégradation, et finalement pas du tout. La Ferrari pouvait avoir du rythme, parce qu'elle avait ça sous la pédale, quoi, entre guillemets, mais elle était complètement tributaire du graining par sa configuration aéro qui avait peu d'appui tout simplement. En fait, dès que les pilotes attaquaient, les pneus prenaient du graining instantanément. On l'a vu avec Charles Leclerc en début de course, une mise en route trop violente des pneus, une grosse attaque et hop, les pneus étaient flingués, c'était terminé. Vraiment, le drop se faisait et vous récupérez pas le pneu. Là, vous avez le cocktail qui vous montre de manière très exagérée qu'en sport auto, de nos jours, on part pas à fond et hop, ça le fait. Vraiment, il y a tout un travail de mise en route du pneumatique, de le garder dans une fenêtre, etc. et de savoir quand est-ce qu'il faut relâcher, quand est-ce qu'il faut attaquer. Bref, Sainz a eu le même problème en début de deuxième relais. Il a grainé les pneus, a perdu du terrain sur Leclerc, qu'il avait redépassé après son attaque sur Russell et sur la fin du premier stint. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Alors, on a eu plusieurs radios pour demander le swap entre Charles Leclerc et Carlos Sainz parce que le Monégasque était plus rapide et en plus de ça, on avait Lewis Hamilton qui était en train de revenir comme une fusée. Le Sainz, il ne s'exécute pas tout de suite et du coup, ça commence à agacer Leclerc. Finalement, l'Espagnol laisse passer Charles habilement et arrive à bloquer Lewis Hamilton. Dans le même temps, Sainz était en train de supplier son équipe pour rentrer, mais rien, jusqu'à ce que oui, c'est bon, tu peux rentrer, et on lui lâche un stay out, mon ref, parce que les mécanos étaient pas prêts. Je sais pas ce qui s'est passé, mais wake up guys. C'était chaud, hein. Alors je sais qu'on a changé de directeur de course, mais c'est généralement assez clair, on vous le dit même en karting d'ailleurs, qu'il ne faut pas couper la ligne d'entrée des stands, ni celle de la sortie. Encore plus quand l'entrée est sur un virage qu'on prend à 320 km/h. La manœuvre de Sainz, elle est plus que dangereuse. Aucune enquête, aucune pénalité pour une manœuvre strictement interdite par le Code sportif international chapitre 4, article 4D. Et pourtant, je me souviens d'un Tsunoda qui a pris 5 secondes de pénalité en Autriche pour avoir justement franchi la ligne blanche. Et le stay out, j'appelle pas ça un cas de force majeure. Donc, bravo les gars à la FIA, hein. Top, on continue comme ça, génial. Merci beaucoup. Dangereux, hein. Bon, ce qui est bien, c'est que ça met Ferrari dans la plus grande sauce bolognaise du coup, puisque Charles et Carlos se retrouvent en piste après le deuxième arrêt. Charles galère à monter les pneus en température en sortie des stands, c'est normal quand Sainz arrive avec des gommes qui sont parfaitement en température. Alors on demande à Carlos de pas mettre Charles sous pression, mais il a plus de vitesse et décide de dépasser tout simplement. P3, P4 à l'arrivée, les Ferrari auraient pu difficilement faire mieux, je pense, même avec une bonne exécution sur les pit stops et à la stratégie, qui n'était pas la meilleure aussi pour le coup, parce qu'on s'est arrêté un tour trop tard pour Sainz au premier relais, 2 tours trop tard après, enfin bon bref. Stratégie, il y avait mieux à faire. Charles pète les plombs à la radio parce que il respecte les consignes d'équipe, ce que fait beaucoup moins Sainz, j'ai l'impression. 2 problèmes à ça, Ferrari a merdé l'exécution qui a provoqué une situation particulièrement merdique à gérer et ça a merdé sur la communication et la prise de décision là-dessus, donc voilà. Deuxième problème, Charles se repose beaucoup trop sur l'équipe et manque de prise de décision de son côté. Est-ce qu'il lui manque encore un peu cette prise de recul dans la voiture pour savoir quand se défendre et quand attaquer et être un petit peu égoïste entre guillemets? Peut-être, mais il peut pas donner 100% de son sort à l'équipe sur de la consigne vue avant la course. L'année prochaine, il sera avec un pilote qui nous a montré du temps de Rosberg par exemple, à quel point il savait être malin pour prendre le dessus sans qu'on puisse lui imputer la faute. Il va falloir montrer qui est le patron dans l'équipe. Charles va falloir faire preuve d'égocentrisme, globalement. Alors, je vais vous dire même, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu une sorte de feeling, de flashback de Felipe Massa en regardant le tour de décélération. Le bon deuxième couteau qui ose pas trop parce qu'il respecte beaucoup trop l'équipe et qui du coup se fait tout le temps avoir. Ça, c'était Charles à Las Vegas et ça fait mal. Bon, il y a eu une réaction quand même en course, justement au moment du tour de décélération en disant « je suis pas d'accord ». Maintenant, il faut que ça se transforme en acte.
Est-ce le plus beau titre de Max Verstappen? C'est une question dont la réponse est assez personnelle à chacun. Pour le coup, je pense sincèrement que le premier n'est pas forcément le plus beau, mais il a demandé, de mon point de vue, beaucoup plus d'efforts que celui de cette année. 2024 reste le deuxième plus beau. Je sais pas, enfin en tout cas de loin c'est le deuxième meilleur de Max Verstappen je pense. Parce qu'en fait en 2021 c'est une bataille qui se fait à chaque Grand Prix. Le final il est ce qu'il est, bon voilà c'est une issue un peu merdique mais voilà. Mais on a vu une tension comme on en voit une toutes les décennies en règle générale, c'était vraiment très puissant d'un point de vue de pression. Là c'est de l'effort sur la durée, gros début de saison qui l'a mis vraiment à l'abri. Mais depuis au moins le milieu de saison, si c'est pas un peu avant, la voiture n'est plus la meilleure. On a vu des erreurs de développement, un Pérez qui ne s'était pas fait entendre pour le coup, pourtant la voiture a pris effectivement la mauvaise direction, mais comme Verstappen gagnait, on s'est pas trop alarmé, on s'est pas trop posé de questions, et on a perdu Adrian Newey entre-temps dans la bataille, qui est parti chez Aston Martin, donc en fait c'était un vrai effort de Verstappen, l'année prochaine risque d'être encore un peu plus difficile pour le Taureau Rouge. Bref, pour en revenir au titre de cette année, du coup avec tout ça, faut une exécution parfaite à tous les Grands Prix de la part de l'équipe, et aucune erreur de pilotage de la part de Verstappen. Et à part la Hongrie où ça a été un peu le bordel pour Red Bull de manière générale, j'ai pas souvenir d'une quelconque erreur ou d'un quelconque problème d'exécution chez Red Bull et Verstappen, et c'est ça qui le fait gagner vraiment. Parce qu'en fait, là où Verstappen a su maximiser les points sur des Grands Prix qui étaient plus difficiles, Lando Norris et McLaren se sont pris les pieds dans le tapis quand les doublés et les gros points leur tendaient la main en fait, pour scorer le maximum. Après, McLaren, c'est la première fois depuis le début des années 2010 qu'il commence vraiment à jouer le titre. Le personnel n'est pas le même qu'à cette époque-là. Donc cette pression, faut apprendre à la gérer, apprendre à faire avec, être parfait dans les moindres détails et faits et gestes. Et c'est ce que Red Bull a l'habitude de faire. Donc ils ont un avantage là-dessus. Verstappen rejoint donc les grands et va se battre pour égaler Fangio l'année prochaine, ce qui est assez incroyable pour le coup. Est-ce que Lando Norris sera au niveau l'année prochaine pour aller le chercher? On verra bien. Faudra compter sûrement sur Lewis Hamilton et Charles Leclerc aussi s'ils ont une bonne voiture, qui seront probablement les plus aptes dans les top teams à donner du fil à retordre à Verstappen s'il est encore devant, ou en tout cas à se battre et à comprendre la pression d'un titre mondial, même si Charles Leclerc est peut-être celui qui est le moins expérimenté avec, par rapport à Lewis Hamilton et Max Verstappen, si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Mais on a déjà vu Leclerc commencer à bosser pour en 2022 justement pour donner le change à Verstappen. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dès lundi prochain pour le Fast 5 du Grand Prix du Qatar. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.